3000 commandos burkinabés se positionnent à la frontière sud, et ce n'est pas un exercice. Selon le récit, une tentative de coup d'État aurait été déjouée le 7 janvier avec une menace d'assassinat visant le capitaine Ibrahim Traoré et un transfert évoqué d'environ 70 millions de francs CFA, soit près de 125 000 dollars. Si l'argent circule, qui commande et pourquoi ce voisin devient-il le point de passage? Ce déploiement transforme une ligne sur la carte en test de souveraineté, de confiance et de coût immédiat pour les civils. Ce récit propose d'examiner ce qui se joue réellement derrière ce déploiement militaire, au-delà des images de soldats et des déclarations officielles. L'enjeu pour le public est simple: comprendre comment une décision sécuritaire peut modifier l'équilibre régional, affecter les échanges quotidiens et redéfinir les lignes de confiance entre États voisins en quelques jours seulement. À partir des éléments avancés dans le contenu source, l'analyse suivra le fil des accusations, des réponses politiques et des réactions populaires, sans ajouter de faits extérieurs ni spéculer sur des intentions non documentées. Il s'agit aussi de mesurer ce que ce moment révèle du rapport entre pouvoir, frontières et perception de la menace dans le Sahel contemporain. En filigrane, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un point de convergence, cible présumée d'un complot, décideur d'une riposte visible et symbole autour duquel se cristallise soutien et critique. Comprendre ces dynamiques permet au lecteur d'évaluer ce que ce choix signifie pour la stabilité immédiate, mais aussi pour les mois à venir, lorsque l'émotion retombera et que les coûts réels devront être assumés. Le point de départ est une annonce officielle. Les autorités burkinabées affirment avoir déjoué le 7 janvier une tentative de coup d'État visant directement le capitaine Ibrahim Traoré. Selon ce récit, l'opération ne reposait pas seulement sur des hommes armés, mais sur un montage financier identifié, avec un montant évoqué d'environ 70 millions de francs CFA, soit près de 125 000 dollars. Cette somme devient l'élément clé qui fait basculer l'affaire d'un simple soupçon sécuritaire vers une accusation structurée. Dans le contexte régional, ce type d'allégation n'est pas anodin. Le Burkina Faso évolue depuis plusieurs années dans un environnement marqué par l'instabilité, la circulation d'acteurs armés et la fragilité des frontières. Les autorités soutiennent que le complot aurait combiné plusieurs scénarios: assassinat ciblé, élimination de figures militaires et civiles, puis prise de contrôle rapide du pouvoir. Ce schéma, présenté comme sophistiqué, est décrit comme une tentative de décapitation du leadership en une seule séquence. L'enquête évoquée dans le contenu source insiste sur l'origine extérieure des fonds. Le raisonnement avancé est simple: l'argent ne circule pas sans trace et chaque transfert laisse des indices exploitables. Dans cette narration, la Côte d'Ivoire est présentée non comme un simple voisin, mais comme un espace de transit financier et logistique, ce qui transforme une relation bilatérale en enjeu stratégique majeur. C'est dans ce cadre que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Il n'est plus seulement un chef d'État ou un officier, mais le point focal d'un affrontement symbolique entre deux lectures de la souveraineté, celle d'un État qui affirme se défendre et celle de réseaux accusés d'agir dans l'ombre. Ce mini-révélateur éclaire pourquoi la réponse ne s'est pas limitée à des mots, mais s'est traduite par un geste militaire visible. Pour comprendre comment cette décision se matérialise sur le terrain, le contenu source se concentre sur des scènes concrètes le long de la frontière sud. À Niangoloko et Galgouli, des routes habituellement animées voient apparaître des points de contrôle permanents tenus par des unités présentées comme disciplinées et méthodiques.
Les véhicules sont arrêtés, inspectés, parfois retardés, non pour une démonstration de force, mais pour signaler un changement de règle immédiat. Cette présence transforme l'espace frontalier en zone de filtrage, où chaque mouvement devient signifiant. Un premier impact se fait sentir chez les acteurs locaux. Des commerçants évoquent des pertes à court terme liées au ralentissement et aux inspections répétées. Des chauffeurs parlent d'itinéraires modifiés et d'attentes prolongées sous la chaleur. Pourtant, dans la narration proposée, ces contraintes sont souvent acceptées comme un coût provisoire, mis en balance avec la sécurité annoncée. Le discours dominant n'est pas celui de la panique, mais d'une forme de résignation organisée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît en filigrane comme le décideur qui assume la visibilité de la mesure. Le déploiement des commandos est présenté comme un test non seulement pour un État voisin, mais aussi pour la cohésion interne. La frontière devient alors un symbole. Elle n'est plus seulement une ligne administrative, mais un filtre moral entre intentions jugées légitimes et actions perçues comme hostiles. Ces micro-scènes dessinent un impact précoce et tangible. Elles montrent comment une décision stratégique descend rapidement au niveau des vies ordinaires, modifiant routine et perception avant même que les effets diplomatiques ou économiques ne soient pleinement mesurables. L'activation commence par une information sécuritaire présentée comme urgente. Selon le contenu source, la tentative de coup d'État n'est pas décrite comme une hypothèse vague, mais comme un plan détaillé, combinant assassinat ciblé et élimination de figures clés de l'appareil d'État. Cette révélation agit comme un déclencheur. Les autorités affirment disposer d'indices financiers précis et le calendrier resserré impose une réponse rapide. À ce stade, la communication officielle insiste sur un point. Il ne s'agit pas d'un exercice ni d'une démonstration symbolique, mais d'une mesure de protection immédiate. Le climax survient lorsque la décision militaire est rendue visible. 3000 commandos sont déployés le long de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Les descriptions insistent sur la discrétion et la méthode. Pas de parade, pas de discours spectaculaire, mais une occupation progressive des points de passage stratégiques. Ce mouvement est présenté comme une ligne rouge tracée sur le terrain. En quelques heures, la frontière change de statut, passant d'un espace de circulation à un espace de contrôle renforcé. La tension ne vient pas d'affrontements, mais de l'incertitude créée par cette fermeture partielle et ciblée. Dans cette phase, Ibrahim Traoré est décrit comme l'initiateur direct de la riposte. Le récit souligne qu'il ne se contente pas de condamner verbalement les accusations portées, mais qu'il choisit un acte concret, assumant les conséquences diplomatiques et économiques potentielles. Cette décision est cadrée comme un signal adressé à plusieurs destinataires, aux auteurs présumés du complot, aux États voisins et à l'opinion publique nationale. La frontière devient ainsi un message matérialisé, lisible sans traduction. Les répliques se manifestent rapidement. Sur le plan diplomatique, des rappels d'ambassadeurs et des échanges tendus sont évoqués. Sur le plan intérieur, la narration met en avant une mobilisation morale plutôt qu'une panique. Des groupes de citoyens, selon le contenu source, expriment leur soutien à la mesure, acceptant des pertes commerciales temporaires au nom de la sécurité. Cette réaction est décrite comme un basculement psychologique. La menace perçue justifie le sacrifice immédiat. En parallèle, le discours officiel précise une limite. La mesure n'est pas dirigée contre les populations civiles ivoiriennes, mais contre des réseaux accusés d'utiliser le territoire comme relais. Cette distinction est répétée pour éviter l'escalade symbolique vers un conflit ouvert. Le déploiement est présenté comme réversible, conditionné à des clarifications et à la fin des accusations
de transit financier hostile. Ainsi, la séquence activation, climax, réplique trace une trajectoire claire. Une alerte sécuritaire mène à une décision militaire visible qui engendre à son tour des réactions politiques, économiques et sociales. Ce n'est pas encore une résolution, mais un point de bascule où chaque acteur est contraint de se positionner ouvertement ou en silence. Avant l'annonce officielle, la situation de référence est décrite comme une frontière active mais poreuse, où les flux commerciaux et humains circulent quotidiennement avec des contrôles limités. Le contenu source suggère un état normalisé de vigilance, sans fermeture systématique ni présence militaire massive. Puis intervient la rupture. La tentative de coup d'État présumé et sa dimension financière déplacent immédiatement le seuil de tolérance. Le passage d'une surveillance ordinaire à un contrôle renforcé marque le premier delta mesurable. Le premier chiffre à être avancé concerne 70 millions de francs CFA, présentés comme le montant transféré pour financer l'opération. Cette somme représente un financement ciblé suffisant pour coordonner action et loyauté. Dans le raisonnement exposé, ce montant n'est pas évalué pour son ampleur absolue, mais pour sa traçabilité. L'argument repose sur l'idée qu'un transfert bancaire identifiable transforme une accusation politique en dossier financier exploitable, modifiant la nature même de la réponse étatique. Le second chiffre est l'équivalent internationalisé, environ 125 000 dollars, souvent cité pour donner une échelle compréhensible hors zone CFA. La conversion en dollars vise à rendre l'accusation lisible pour un public international. Ce passage d'une monnaie régionale à une référence globale est présenté comme un outil de communication stratégique, permettant de déplacer le débat du local vers l'international, sans ajouter d'éléments nouveaux au fond du dossier. Le troisième chiffre est le plus visible, 3000 commandos déployés à la frontière sud. Ce volume militaire signale une montée de niveau sécuritaire, pas une mobilisation générale. Ici, le nombre sert moins à indiquer une capacité offensive qu'à matérialiser une décision politique. Il transforme une alerte invisible en présence concrète observable par les populations locales, les partenaires régionaux et les observateurs extérieurs. Pris ensemble, ces trois mesures dessinent une trajectoire claire. Le baseline est celui d'une frontière fonctionnelle intégrée aux échanges régionaux. Le delta correspond à un resserrement rapide, justifié par une menace présentée comme documentée. Le contenu source insiste sur le fait que ces chiffres ne sont pas isolés. Ils forment une chaîne logique reliant finance, sécurité et souveraineté. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le point d'articulation de cette lecture quantitative. La narration le place à l'intersection entre les données financières invoquées et la réponse militaire choisie. Les chiffres deviennent alors des supports de légitimation. Ils expliquent pourquoi une décision exceptionnelle est prise et pourquoi elle s'est présentée comme proportionnée plutôt qu'excessive. Cette section ne prétend pas prouver la véracité indépendante des données, mais montre comment elles sont utilisées. Les nombres servent à fixer un récit, à déplacer la perception du risque et à justifier un changement de posture. C'est dans cet écart entre avant et après, mesuré par quelques indicateurs clés, que se construit l'argument central de la riposte. Les critiques de cette décision avancent d'abord un argument de proportionnalité. Selon eux, le déploiement massif à la frontière risque d'aggraver les tensions régionales et de pénaliser des populations qui dépendent du commerce transfrontalier. Ils soulignent que la fermeture ou le contrôle renforcé d'un axe vital peut produire des effets économiques immédiats, notamment pour les petits commerçants et les transporteurs, sans garantir une amélioration durable de la sécurité.
Dans cette lecture, la mesure serait surtout symbolique, coûteuse et potentiellement contre-productive si elle alimente la méfiance entre États voisins. Un second argument insiste sur le terrain diplomatique. Des observateurs estiment que transformer une accusation en geste militaire visible peut réduire l'espace de dialogue. La présence de soldats est perçue comme un signal dur, difficile à interpréter autrement que comme une escalade. Ce choix pourrait, selon eux, enfermer les acteurs dans une logique de rapport de force au détriment des mécanismes régionaux de médiation et de coopération sécuritaire déjà fragilisés. La réponse proposée dans le contenu source s'articule autour de deux contrepoints. D'une part, il est affirmé que l'inaction aurait envoyé un signal inverse, celui d'une tolérance face à une menace jugée existentielle. Dans ce cadre, la rapidité et la visibilité de la réponse sont présentées comme un moyen de dissuasion, destiné à couper les circuits logistiques et financiers avant qu'ils ne produisent des effets irréversibles. Le coût économique immédiat est reconnu, mais décrit comme inférieur au coût potentiel d'une déstabilisation politique majeure. D'autre part, la narration insiste sur la distinction entre population civile et réseau accusés d'agir dans l'ombre. Le déploiement n'est pas présenté comme une sanction collective, mais comme un filtrage ciblé. Cette nuance est centrale pour justifier la mesure sur le plan moral et politique. Dans cette logique, Ibrahim Traoré apparaît comme un acteur qui accepte la critique mais privilégie une lecture sécuritaire fondée sur le risque maximal plutôt que sur l'optimisation à court terme. Ainsi, le Stillman met en balance deux rationalités, celle de la prudence diplomatique et celle de la dissuasion immédiate. La réponse proposée ne nie pas les coûts, mais les hiérarchise face à une menace présentée comme documentée et urgente. Le déploiement ne vise pas seulement à bloquer un passage, mais à déplacer le terrain du conflit. À ce stade, le récit cesse d'opposer frontières ouvertes et fermées pour introduire une autre logique, celle de la traçabilité et de la responsabilité. La frontière devient un instrument d'enquête autant qu'un outil militaire, un espace où l'on observe, filtre et documente. Ce glissement est central, car il transforme une mesure défensive en levier narratif et politique. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'apparaît plus uniquement comme la cible présumée d'un complot ou l'auteur d'une riposte. Il est présenté comme celui qui cherche à forcer un changement de registre, du soupçon vers la preuve, du discours vers le dossier. Le contrôle renforcé sert alors à accumuler des éléments, à ralentir les flux pour rendre visibles des mécanismes habituellement discrets. Ce n'est pas une escalade immédiate, mais une suspension calculée. Ce point médian redéfinit aussi les attentes. La question n'est plus de savoir si la frontière rouvrira rapidement, mais sous quelles conditions. La narration suggère que la sortie de crise dépendra moins des gestes symboliques que de la capacité des acteurs à répondre à des accusations précises. À partir d'ici, chaque mouvement est interprété comme un indice et chaque silence comme une prise de position. Les effets de cette décision se lisent d'abord au niveau des institutions étatiques. Pour l'administration burkinabé, le déploiement impose une coordination renforcée entre armée, douane et services de renseignement. Les procédures sont resserrées, les flux documentés plus systématiquement et chaque passage devient un acte administratif autant que sécuritaire. Cette charge supplémentaire ralentit certains processus, mais elle est présentée comme un investissement nécessaire pour reprendre le contrôle d'un espace jugé sensible. À court terme, l'État assume un surcoût logistique et humain en échange d'une visibilité accrue sur ce qui transite réellement par la frontière. Le deuxième groupe touché est celui des acteurs économiques, en particulier les commerçants et transporteurs. Les contrôles prolongent les délais, augmentent les coûts et réduisent la prévisibilité des échanges. Des marchandises périssables sont retardées.
Des itinéraires sont modifiés et certains échanges informels deviennent impraticables. Le contenu source souligne cependant que ces pertes sont souvent acceptées comme temporaires. Le raisonnement avancé est que la stabilité politique constitue une condition préalable à toute reprise économique durable, même si cela implique un sacrifice immédiat. Les populations locales constituent le troisième groupe concerné. Pour les habitants des zones frontalières, la frontière n'est pas une abstraction diplomatique, mais un espace de vie quotidien. Le déploiement modifie les routines, passages plus rares, présence armée accrue, climat de surveillance permanent. Cette situation génère à la fois de l'inquiétude et un sentiment de protection. Dans la narration proposée, une partie de la population interprète la mesure comme une preuve que la menace est prise au sérieux, tandis qu'une autre redoute l'enracinement d'un état d'exception prolongé. Enfin, le cadre régional est affecté. Les États voisins et les organisations sous-régionales observent la situation comme un test. La décision crée un précédent. Elle montre qu'une accusation de transit financier hostile peut conduire à une réponse militaire ciblée, sans déclaration de guerre. Cette posture redéfinit les marges de manœuvre diplomatique et oblige chaque acteur à clarifier sa position, soit par le dialogue, soit par le silence. Dans l'ensemble, Ibrahim Traoré est présenté comme le point de convergence de ses conséquences. Sa décision génère des coûts réels pour chaque groupe, mais elle est aussi décrite comme un pari. Accepter des perturbations visibles aujourd'hui pour éviter une déstabilisation plus profonde demain. Les effets ne sont pas uniformes, ni entièrement prévisibles, mais ils ancrent la crise dans le quotidien, bien au-delà du registre des discours officiels. Dans cette hypothèse, les contrôles frontaliers restent renforcés pendant plusieurs mois, puis sont partiellement allégés à mesure que les canaux diplomatiques reprennent. Les accusations ne débouchent pas sur une confrontation ouverte, mais sur une gestion prudente du désaccord. Les échanges commerciaux reprennent lentement avec de nouvelles procédures, et la frontière conserve un statut de zone sensible. Ce scénario suppose que chaque acteur accepte une forme de statu quo tendu, où la stabilité est préservée sans résolution complète du différend. Le second scénario, optimiste, envisage une clarification rapide. Les accusations financières sont traitées dans des cadres régionaux ou internationaux, et des mécanismes de transparence sont mis en avant pour désamorcer la crise. Dans cette configuration, le déploiement initial est interprété comme un signal fort ayant rempli sa fonction dissuasive. La frontière redevient progressivement un espace de coopération, même si la confiance reste conditionnelle. Ce scénario implique une capacité collective à transformer un épisode de tension en point de départ pour des règles plus claires, limitant à l'avenir les zones grises du transit financier et sécuritaire. Le troisième scénario, pessimiste, repose sur l'enlisement. Les contrôles se prolongent, les accusations se durcissent et chaque geste est lu comme une provocation. Les coûts économiques s'accumulent, les populations frontalières s'adaptent à une situation d'exception durable et la méfiance s'institutionnalise. Dans ce cas, la frontière devient un symbole de fracture régionale et la mesure initiale cesse d'être perçue comme temporaire. Le risque n'est pas une guerre ouverte, mais une dégradation lente des relations, difficile à inverser. Dans ces trois trajectoires, Ibrahim Traoré est présenté comme un acteur central, non parce qu'il contrôle tous les paramètres, mais parce que sa décision initiale conditionne les marges de manœuvre. Le choix clé n'est pas seulement militaire ou diplomatique, mais cognitif, reconnaître que chaque scénario implique des coûts différents, assumés aujourd'hui ou reportés à demain. La recommandation implicite est donc une posture de lucidité stratégique, consistant à évaluer non pas ce qui est souhaitable, mais ce qui est soutenable à moyen terme, dans un environnement régional déjà fragile.
Pour le citoyen ordinaire, cette situation se traduit par une expérience ambivalente. D'un côté, la présence renforcée à la frontière peut être perçue comme une protection, le signe que la menace annoncée est prise au sérieux. De l'autre, elle introduit une inquiétude diffuse, contrôle plus fréquent, rumeurs persistantes, sentiment que la stabilité repose sur une vigilance permanente. Le quotidien est ajusté, parfois sans explication détaillée, ce qui alimente à la fois l'adhésion et le doute. Pour les acteurs économiques locaux, l'impact est plus tangible. Les délais s'allongent, les coûts augmentent et la planification devient incertaine. Certains s'adaptent en modifiant leurs circuits, d'autres suspendent temporairement leurs activités. Le contenu source suggère cependant une lecture pragmatique. Beaucoup acceptent ces contraintes comme un prix à payer à condition qu'elles restent limitées dans le temps et qu'elles débouchent sur un retour à une circulation plus sûre et plus prévisible. Pour les jeunes et les groupes engagés, la décision agit comme un marqueur symbolique. Elle est interprétée comme un acte d'affirmation, voire de rupture avec des pratiques passées perçues comme permissives. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré devient une figure autour de laquelle se projettent des attentes, parfois contradictoires. Protection renforcée, souveraineté affirmée, mais aussi responsabilité accrue face aux conséquences sociales. Ces trois regards montrent que la mesure ne se vit pas de manière uniforme. Elle traverse les catégories sociales, suscitant adhésion, calcul et interrogation. En invitant le lecteur à se situer parmi ces groupes, le récit souligne une réalité simple. Les décisions géopolitiques ne restent jamais abstraites. Elles s'inscrivent dans des choix quotidiens, des compromis personnels et des anticipations qui façonnent la perception collective bien au-delà des annonces officielles. Dans le récit proposé, la suite ne repose pas sur un geste unique, mais sur une séquence d'actions graduées. La première étape concerne le cadre institutionnel. Les autorités burkinabées évoquent la constitution d'un dossier structuré, rassemblant éléments financiers, chronologies et témoignages destinés à des instances régionales et internationales. L'objectif affiché est de déplacer le débat du registre émotionnel vers celui de la procédure afin que les accusations soient traitées sur la base d'éléments vérifiables. La deuxième étape touche au volet diplomatique. Plutôt qu'une rupture totale, la stratégie décrite privilégie des canaux formels, même sous tension. Le dialogue est maintenu, mais conditionné à des clarifications précises. Cette approche vise à éviter l'isolement tout en conservant une position ferme. Elle suppose une coordination étroite avec des partenaires régionaux, afin de ne pas transformer une crise bilatérale en fracture plus large. La troisième étape concerne la sécurisation durable des frontières. Le déploiement initial est présenté comme un point de départ, appelé à évoluer vers des mécanismes plus routiniers, contrôle ciblé, partage d'informations et ajustement progressif des effectifs. L'enjeu est de passer d'une réponse exceptionnelle à un dispositif soutenable, capable de prévenir sans paralyser. Une quatrième étape, souvent implicite, relève de la communication publique. La narration insiste sur la nécessité d'expliquer les mesures, leurs objectifs et leurs limites pour éviter l'érosion du soutien interne. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est présenté comme le garant politique de la cohérence de l'ensemble, celui qui doit articuler sécurité, légalité et acceptabilité sociale. Enfin, une cinquième étape concerne l'évaluation. Chaque mesure est décrite comme réversible et soumise à des indicateurs concrets afin d'ajuster la trajectoire. Cette feuille de route ne promet pas une résolution rapide, mais une gestion progressive du risque, fondée sur la capacité à corriger sans perdre la ligne directrice. Le récit revient alors
aux images initiales de la frontière sud, là où les contrôles ont transformé des routes ordinaires en espaces chargés de sens. Les mêmes points de passage évoqués plus tôt, à Nyangoloko ou Galgouli, ne sont plus seulement des lieux de ralentissement, mais des symboles d'un choix assumé. Les soldats immobiles, les files de véhicules patientant sous le soleil et les conversations interrompues composent un décor devenu familier. Ce motif rappelle que la crise n'est pas abstraite. Elle se vit dans ces gestes répétés jour après jour. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un personnage lointain que comme une figure constamment reliée à ces scènes concrètes. Sa décision continue de se lire dans chaque contrôle, chaque attente, chaque marchandise retardée. Le contenu source suggère que c'est précisément cette visibilité qui donne à l'acte sa charge émotionnelle. La frontière n'est pas fermée par décret invisible, elle est tenue, regardée, ressentie. Le rappel du motif souligne aussi une ambiguïté. Ce qui protège aujourd'hui peut lasser demain. Ce qui rassemble peut diviser si la durée s'allonge. La tension n'est donc pas seulement externe, mais intérieure, inscrite dans le temps. Une frontière tenue, un pari collectif exposé. Au terme de ce parcours, le récit ne cherche pas à imposer une lecture unique, mais à ouvrir un espace de réflexion. La situation décrite dépasse le seul cadre d'un déploiement militaire ou d'une accusation ponctuelle. Elle interroge la manière dont les sociétés évaluent le risque, acceptent le coût de décisions visibles et redéfinissent leurs priorités collectives face à l'incertitude. Ce qui se joue ici touche à des thèmes universels: la confiance entre voisins, la valeur accordée à la stabilité et la frontière entre protection et contrainte. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré sert de point d'ancrage narratif, non comme réponse définitive, mais comme catalyseur de débats plus larges. Les choix associés à son action invitent de chacun à s'interroger sur ce qu'il considérerait comme acceptable ou excessif s'il se trouvait directement concerné. La question n'est pas seulement politique, elle est aussi civique. Observer, analyser, discuter ces événements, c'est reconnaître que les décisions de ce type ne s'éteignent pas avec l'actualité immédiate. Elles laissent des traces durables dans les relations et les perceptions. À partir de là, une interrogation demeure ouverte. Comment concilier sécurité, transparence et coexistence régionale sans déplacer indéfiniment le coût vers les mêmes populations?